Le cancer du sein est le cancer le plus diagnostiqué chez les femmes à travers le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 2,3 millions de nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués en 2023. Le cancer du sein est également l'une des principales causes de décès par cancer chez les femmes avec environ 685 000 décès en 2020. Au Burkina Faso, le cancer du sein représente 12,3% des cancers et il est le plus fréquent après celui du col de l'utérus. Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Je suis Farida Sawadgo et aujourd'hui nous allons parler du cancer du sein, plus particulièrement du cancer du sein chez les jeunes filles. Pour en parler aujourd'hui, je suis en compagnie de 3 magnifiques jeunes femmes. Nous avons mademoiselle Stéphanie Ashley Siri. Elle est étudiante en licence 3 en communication pour le développement à l'université Aube Nouvelle. Elle est chargée de communication adjointe de l'association Jeunes Filles Engagées pour un avenir meilleur, également membre de l'association CIDEP. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. Nous avons ensuite mademoiselle Tegwende Sonia Christiane Ouedraogo. Elle est étudiante en doctorat 1 de médecine à l'université Joseph Kizerbo. Elle est membre de l'association des étudiants en médecine. Bonsoir Sonia et bienvenue. Merci. Bonsoir. Enfin, nous avons Jamila Sawadgo. Elle est activiste sociale, plus particulièrement en santé sexuelle et reproductive et violences basées sur le genre. Étudiante en médecine et membre de l'association des étudiants en médecine du Burkina Faso, elle est présidente de l'association Gender Impact et représentante pays du consortium mondial des jeunes contre les mutilations génitales féminines au Burkina Faso. Il faut noter également que tu es mentor junior et alumni du ROLAF. Bonsoir Jamila et bienvenue. Bonsoir Farida. Une fois de plus, bonsoir à toutes et merci d'avoir honoré notre invitation. J'aimerais rappeler que la règle principale ici, c'est qu'on se tutoie. On est entre filles, donc on va se tutoyer pour détendre l'atmosphère et passer un bon moment ensemble. En tout cas, on est entre filles. Voilà. Exact. Peut-être qu'il y en a qui sont vieilles ici. Vous l'aurez sans doute remarqué, nous portons toutes ici un ruban rose qui témoigne de la lutte contre le cancer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je m'adresse à toi Jamila. Comment peut-on définir le cancer du sein? Merci beaucoup Farida. C'est un honneur pour moi de prendre la parole face à mes 2 consoeurs, tout aussi jolies l'une que l'autre, sans t'oublier bien sûr. On va aller sur la définition générale du cancer. On va dire qu'à un moment donné, dans l'organisme, les cellules se régénèrent. Et quand elles se régénèrent, lors de cette régénérescence, il peut y avoir des cellules anormales qui se forment. Dans la norme, le système immunitaire doit détruire ces cellules-là. Mais souvent, elles ne sont pas détruites et elles se multiplient. Et lorsqu'elles se multiplient, en fait, à un temps donné, on parle de cancer, des cellules cancérigènes qui forment le cancer. Dans le cas du cancer du sein, c'est la même multiplication anarchique cellulaire, mais qui se fait dans la glande mammaire. Et c'est dans ce cadre qu'on parle de cancer du sein. Je ne sais pas si ma consoeur Sonia a quelque chose à ajouter. Bien sûr, pour caricaturer un peu, c'est comme le taux. Voilà, tu fais ton taux à la maison et tu prends le soin quand même de réchauffer. Mais un jour, le taux peut se gâter. Tu couvres, tu réchauffes, mais dès que tu oublies, à un moment, il y a une partie qui commence à pourrir. Et cette partie qui commence à pourrir ne répond plus en fait comme les autres parties qui sont normales. Donc c'est un peu ça le cancer. Cette partie qui est pourrie, cette partie qui ne répond plus, cette partie qui n'est plus normale. Donc en gros, c'est ça. Sonia, je reste avec toi. Quelles sont les manifestations du cancer du sein? Donc comme manifestation, on peut avoir une boule dans le sein, un écoulement qui est purulent, du blanc en fait qui sort, pour faire simple. Voilà, et il peut avoir du sang également qui sort des mamelons. Il peut également avoir le changement de l'aspect de la peau du sein qui devient rougeâtre, voilà, comme un peu la peau d'orange. Et on peut également avoir un enfoncement du mamellon, donc une rétraction du mamellon qui s'enfonce. Voilà, on peut également avoir un sein qui est plus gros que l'autre. Voilà, on peut avoir des plaies sur le sein. Donc, docteur, futur docteur. Non, je veux juste préciser que quand elle dit peau d'orange, c'est pas seulement là, parce qu'elle a dit rouge comme la peau d'orange, mais c'est également l'aspect. L'orange, en fait, elle a des petits pointillés comme ça, et ça ressort bien au niveau du cancer du sein chez certaines femmes. Ok. Donc, pour en apprendre plus sur le cancer du sein, particulièrement chez la jeune femme, je vous invite à suivre avec nous et ces témoignages. Ok. Jeanne.
Oui. Tu as quel âge, si ce n'est pas indiscret? 29 ans. 29 ans. Et tu as eu le cancer? J'ai eu le cancer du sein à 25 ans. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous un peu. Alors, j'ai palpé une boule dans mon sein lorsque je mettais mon soutien-gorge un jour. Et j'en ai parlé à ma mère qui m'a dit de faire suivre, d'essayer de faire suivre. Et j'ai essayé de faire suivre ça par des médecins. Du fait de mon âge et parce que c'est très rare aussi, pendant 1 an, on m'a dit que c'était rien. On m'a dit que c'était probablement un adénofibrome. Un adénofibrome, c'est voilà, une petite boule voilà, bénigne, on va dire. C'est ça. Et lorsque j'ai eu l'occasion de faire une biopsie, 1 an plus tard, c'est à ce moment-là qu'on m'a dit que j'étais atteinte du cancer du sein. Depuis 1 an. Et la boule n'avait cessé d'augmenter de volume pendant 1 an. Qui a prescrit la biopsie? Est-ce que c'est spontanément ou alors c'est sous avis médical que tu fais ta biopsie? C'est ma mère. Ma mère a dit, mon médecin traitant m'a dit, il a touché la boule, il a palpé, il a dit à 90%, d'après lui, c'est rien. Waouh. Et c'était où, en Côte d'Ivoire, ici? Non, c'était en France, justement. En Europe. Bon, au moins, on ne va pas gâter le nom des... Justement. de nos médecins, parce qu'ils sont très compétents ici. Ils sont très compétents, et c'est ici aussi que j'ai fait suivre la boule, et ensuite, j'étais partie rendre visite à mes parents en France, et c'est là qu'on a pu faire la biopsie, mais ma mère a insisté, parce que mon médecin traitant lui avait dit c'est rien. Elle a dit d'accord monsieur, c'est rien, prescrivez-nous quand même tout ce qu'il faut pour être certain que c'est rien. Et elle, je pense qu'elle avait déjà l'intuition, parce que depuis le premier jour, elle me disait de faire suivre. Je m'appelle Paola Ganem, j'ai 25 ans, je suis auto-entrepreneuse depuis peu de temps et je me bats actuellement contre un cancer du sein que j'ai depuis 5 ans. Quand j'avais 20 ans, j'avais découvert une petite boule au niveau du sein gauche et voilà, ça m'a pas forcément alertée parce qu'il n'y avait pas assez de prévention autour de ce sujet-là. Il s'est avéré que j'avais un cancer du sein stade 3. C'est très rare pour une jeune fille de 20 ans d'avoir un cancer du sein. Dans les salles d'attente, par exemple, j'étais toujours, mais absolument toujours, la plus jeune. J'ai commencé une chimiothérapie. J'ai également fait une mastectomie avec une reconstruction complète de la poitrine. Peu de temps après, j'ai fait une rechute, c'est-à-dire que le cancer du sein est réapparu et cette fois-ci, c'était justement un grade 4, donc métastatique. Pour moi, c'était la fin de la vie. C'était un arrêt total, l'arrêt des études, des sorties. J'ai pas connu de vie étudiante. La maladie, elle m'a totalement isolée. D'une part, il y a les traitements lourds, les effets secondaires. On a peur d'avoir des nausées, on a peur de vomir à l'extérieur. Alors les soirées, c'était complètement fini. Moi, je dormais quasiment tout le temps. Parfois, j'avais du mal à manger, donc je passais par exemple 1 semaine, voire plus, à ne pas pouvoir manger. Nous sommes de retour sur ce plateau. Après avoir vu ces témoignages, je m'adresse particulièrement à toi, Stéphanie. Est-ce que, avant d'avoir vu ces vidéos, tu savais qu'on pouvait développer un cancer du sein dès l'âge de 20 ans ou 25 ans? Et oui, parce que j'ai eu à faire des recherches sur le cancer du sein et je me suis rendu compte qu'à un certain âge, il n'y a pas d'âge qui est défini pour le cancer du sein. Même les plus jeunes peuvent avoir le cancer du sein. Mais selon la conception générale, le cancer du sein, c'est pour les vieilles femmes, les femmes adultes. Mais quand on voit une jeune fille de 20 ans qui vient de quitter l'adolescence, qui a déjà un cancer, bon, on se demande, est-ce que cela est vraiment possible? Souvent, certains ne croient pas. Effectivement, pendant longtemps, c'est l'idée qu'on a eue sur le cancer du sein. Moi particulièrement, quand j'entendais parler du cancer du sein, je voyais ça comme une maladie de vieillesse. C'est à travers les recherches sur certains sites que je me suis rendu compte que le cancer du sein, c'est pas forcément une maladie de vieillesse. Ok. Sonia, et quelle est ta perception de la façon dont les jeunes filles voient le cancer du sein? Comme elle a dit, pendant longtemps, on pensait que le cancer du sein, c'était pour les vieilles personnes. Et la majeure partie des jeunes filles également pensent comme ça, que c'est la maladie réservée aux vieilles personnes. Voilà. Et d'autres même pensent que c'est une malédiction. Voilà. Mais il y a d'autres, ceux qui sont assez informés avec l'éducation, la sensibilisation. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de filles qui savent que, jeunes filles, je vais dire, qui savent que le cancer du sein peut les toucher et elles commencent à prendre soin de leur corps. Okay. Donc,
Jamila, quel est ton avis là-dessus? Je dirais que la perception, elle est divisée. Hein. Quand on prend les jeunes filles qui sont en milieu urbain, comme elle a accès aux réseaux sociaux, elle a accès à des conférences, elle a accès à des groupes thématiques de discussion. En fait, les jeunes filles qui ont cette possibilité-là sont informées. Mais si on prend la majorité des jeunes filles burkinabées en se disant que ce n'est pas seulement Ouaga, ce n'est pas seulement le centre, ce n'est pas seulement le cœur, la perception de la maladie est quand même assez, je vais dire qu'elle est assez ignorée. C'est parce que c'est d'abord l'ignorance avant tout. Et deuxièmement, il y a la croyance aussi. Les gens n'y croient pas, comme elle a dit. Ils pensent que c'est les sorciers ou c'est la malédiction. Donc, je dirais que ça dépend du contexte socio-économique des jeunes filles. Ok. Mais, bon, sur le plan médical, quelles peuvent être les causes d'un cancer du sein à un âge si jeune que 20 ans ou 25 ans ou autre? D'accord. Les recherches sur le cancer du sein sont toujours en cours. On n'a pas de cause prédéfinie pour les jeunes filles en particulier. Mais on sait que les causes en global, que ce soit celles qui le développent à un jeune âge ou celles qui le développent après 50 ans, c'est d'abord des facteurs hormonaux. Quand on parle de facteurs hormonaux, on sait que le cancer du sein est un peu hormonodépendant et il est plus développé chez la femme justement parce que c'est la femme qui possède en général ou en majorité, je vais dire en quantité, cette hormone-là, il s'agit de l'estrogène. Donc ça fait que ce facteur hormonodépendant a fait que lorsque par exemple tu as tes règles très tôt, ce qui veut dire que tu seras exposé pendant longtemps à l'estrogène, ou quand tu as ta ménopause très tard, tu es également exposé un peu plus au cancer. Et également, il y a les femmes qui n'ont pas d'enfants ou qui n'allaitent pas. Parce que lors de la grossesse et de l'allaitement, l'estrogène est diminué par rapport à l'état normal. Donc, il y a tout ça qui rentre en jeu. Il y a les femmes aussi qui suivent un traitement hormonal. Par exemple, lors de la ménopause, pour diminuer les signes de la ménopause, il y a des femmes à qui on injecte l'estrogène. Donc ça, ce sont des facteurs de risque. On a également des facteurs génétiques. Moi, par exemple, j'ai ma mère qui a développé un cancer du sein. Je ne sais pas sur le passé, à un certain niveau, mais je sais que ma mère a développé un cancer du sein. Ça fait que je suis plus à risque, peut-être que Sonia ici, de développer un cancer du sein parce que c'est génétique. C'est la mutation d'un gène et en général, la mutation se fait de parent en parent. Donc, en gros, on peut dire que le cancer du sein est héréditaire. Est-ce qu'on peut le dire? Héréditaire, ce n'est pas forcément établi comme ça, mais une personne qui a un parent qui a le cancer est plus à risque de développer le cancer qu'une autre personne. Et on va terminer avec la mauvaise hygiène de vie, le tabac, l'alcool, le manque de sport. Tout ça, ce sont des facteurs en fait de risque du cancer du sein. Ok. Sonia a quelque chose à ajouter? Ce qu'elle a dit, c'est ça, hein, parce que la particularité chez la femme, c'est les oestrogènes qui prédisposent plus la femme à faire le cancer du sein. Et il faut savoir que tout type de cancer, il n'y a pas de cause directe. Il n'y a pas de, un peu comme le palu, le moustique te pique aujourd'hui et 10 jours après, tu développes ton palu. Non. Pour le cancer, c'est des facteurs de risque. Et ce n'est pas parce qu'une personne porte tous les facteurs de risque qu'on a cités que la personne fera le cancer. Une personne peut se lever aujourd'hui et cette personne n'a aucun facteur de risque et cette personne développe le cancer. Et une autre personne a tout, mais elle ne développe pas le cancer du sein. Ok. Ce qui veut dire que nul est à l'abri de cette maladie. Exactement. C'est ça le terme. Nul n'est à l'abri. À l'abri, ouais. Cependant, de nos jours, nous remarquons sur les réseaux sociaux et des gammes de produits miracles qui sont en vogue, qui promettent d'augmenter le volume des seins et de raffermir ces derniers. La communicatrice est bien placée pour dire de quoi il s'agit. Des produits de qualité douteuse souvent, que de nombreux fils malheureusement utilisent. Donc, est-ce que l'utilisation de ces crèmes volumatrices de nos jours n'est pas aussi un facteur à risque pour le cancer du sein? Siri, je demande ton avis concernant cette pratique. Ok, effectivement, on croise beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, on croise énormément de commentaires, des commentaires très surprenants. Et aujourd'hui, la majorité des jeunes filles sont axées sur leur physique. Et je me dis qu'il y a un peu un manque de confiance en soi parce qu'elles font plus attention à ce que les autres ont et ne se focalisent pas sur elles-mêmes. Donc, c'est ce qui amène plusieurs jeunes filles à aller vers les crèmes voluminatrices. Mais ce n'est pas du tout une bonne solution. Ce n'est pas une bonne solution. Et moi, je dirais, mieux vaut s'accepter tel qu'on est. Et n'oublions pas que nous sommes des prunelles à nos yeux d'abord.
préservons nos seins, préservons nos vies. Voilà. Ok. Et je m'adresse à toi, Gamila. Est-ce qu'à long terme, l'utilisation de ces produits ne pourrait pas conduire au développement d'un cancer du sein? L'utilisation de ces produits peut conduire à plusieurs méfaits. Hein. Ce n'est pas seulement le cancer du sein. Okay. Parce que la difficulté avec ces produits, c'est qu'on ne connaît pas la composition. Et ce sont des produits qui ne sont pas suivis. Quand on prend un produit qui est sur le marché, c'est suivi pendant un certain nombre d'années. Les conséquences sont suivies sur le long terme. Ces crèmes, ce sont des gens qui se lèvent, en général, qui le font sur un coup de tête. Peut-être que par miracle, ça a marché sur quelqu'un et on commence à promulguer ça sur le marché. Donc, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence. Ce n'est pas établi clairement que ça peut être à la base d'un type de cancer précis, mais nous sommes quand même convaincus dans le milieu scientifique que ça a des conséquences. Directes ou indirectes, ça a forcément des conséquences. Ok, merci Gamila. Il faut noter que vous êtes toutes dans le milieu associatif. Donc, ma question s'adresse à vous toutes. Quelles sont les différentes méthodes de dépistage du cancer du sein que vous enseignez lors des séances de sensibilisation que vous organisez? Sonia. Ok, donc avant de répondre à cette question, permettez-moi de rebondir sur la question précédente. Okay. Donc, concernant les crèmes, il y a certaines crèmes qui contiennent des œstrogènes. Donc, et qui dit œstrogène, dit entre griffes facteur de risque du cancer du sein. Donc, à long terme, on pourrait dire que l'utilisation de ces crèmes-là peuvent conduire au cancer du sein. Et également, il faut savoir aussi que, comme Jamila l'a dit, les crèmes peuvent être allergisantes pour certaines personnes et pas pour d'autres. Donc, c'est vraiment faire attention. Et Stéphanie l'a dit, faut avoir confiance en soi. C'est très important. Okay. S'il y a éventuellement une forme qui te plaît, bien sûr qu'il y a le sport, c'est assez sain. Voilà, tu te mets au sport tous les jours, et puis tu gardes confiance en toi. Tu persévères, je pense, qu'un jour. Il faut avoir un bon coach. C'est important. Et beaucoup de volonté. Ok, donc comme méthode de dépistage, lorsque nous partons pour les sensibilisations, nous faisons la promotion de l'auto-examen des seins. Voilà, c'est quelque chose de vraiment simple et ça te permet, toi-même étant à la maison, d'être d'abord ton propre médecin parce qu'il y a quand même l'intimité avec toi-même et tu es à la maison, tu examines ton sein. Et comment cela se fait? Ok, pour ce faire, tu dois juste te mettre en face d'un miroir. Tu observes d'abord, c'est le premier temps, l'inspection, l'observation. Tu te mets en face de ton miroir et tu regardes. Est-ce que les changements qu'on a dit précédemment, notamment un sein plus gros que l'autre, aspect en peau d'orange, est-ce qu'il n'y a pas d'écoulement, est-ce qu'il n'y a pas de plaie? Voilà, tu regardes d'abord, dans un premier temps, est-ce qu'il n'y a pas ça? Et par la suite, tu passes à la palpation. La palpation consiste à utiliser la main, à exercer des pressions sur le sein. Permettez-moi de vous faire une petite démonstration. Donc, voilà un peu le sein. Donc, vous divisez le sein en 4. Donc, une ligne comme ça qui passe par le mamelon et une seconde ligne comme ça. Et à l'aide des 3 doigts, un peu comme si vous appliquez de la pommade, vous exercez des pressions en venant au milieu. Vous exercez dans le premier cadran qui est là. Ensuite, là, vous exercez cette pression, là également, et là. Ça, c'est une méthode. D'autres trouvent que ça, c'est pas confortable, donc elles préfèrent faire des circulaires, des mouvements circulaires. Donc là, tu peux faire des mouvements circulaires, mais il faut s'assurer de bien aplatir le sein pour que s'il y a une petite boule qui se cache, que tu puisses la détecter à temps. Voilà. Et tu termines bien sûr par presser pour voir est-ce qu'il n'y aura pas d'écoulement, est-ce qu'il n'y aura pas du pus qui sort, est-ce qu'il n'y aura pas du sang qui sort. Et dès que tu finis d'examiner, il y a certaines zones également qu'il faut fouiller. Parce que la boule peut ne pas être localisée au niveau du sein et aller se cacher là. Heureusement, je suis mince, ou bien Jamie. Donc, lorsqu'il est là, au-dessus, il y a l'espace qui est là. Avec toujours les 3 doigts, vous faites la palpation, des mouvements circulaires pour fouiller, voir est-ce qu'il n'y a pas une boule en fait qui est cachée à l'intérieur. Et lorsqu'il n'y a pas de boule, vous passez au niveau d'ici, au niveau du creux axillaire. Et vous fouillez également. Vous fouillez également pour voir est-ce qu'il n'y a pas de boule cachée à l'intérieur. Et c'est quelque chose qu'il faut répéter chaque mois. On conseille 4 à 5 jours, voire 6 jours après les règles. Là, les seins sont relax. Voilà.
Et sinon, pendant les menstrues, ceux qui connaissent bien leur corps savent que les seins sont un peu tendus et tout. Voilà, donc c'est quelque chose à répéter chaque mois. C'est malheureux parce que les gens attendent juste octobre rose pour faire cet examen-là, alors que c'est quelque chose qu'il faut faire chaque mois. Chaque mois après les règles, il faut le faire. Et deuxième méthode, c'est aller en consultation gynécologique. Au moins une fois par an. Quand même, si tu n'as pas de problème en tant que femme, il faut que tu ailles au moins une fois par an voir le gynécologue pour que lui, qui a l'œil encore plus aguerri, puisse fouiller et voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose. Voilà donc un peu les méthodes de dépistage jusque-là qu'on donne en sensibilisation. Donc tu veux dire quelque chose? Oui, elle a oublié une méthode, la mammographie. Oui. La mammographie, elle doit être faite à partir de 50 ans et elle doit être répétée chaque 2 ans. Ok. Voilà, c'est un examen plus... C'est plus... quel terme plus en profondeur, plus détaillé, et elle permet de voir vraiment s'il n'y a pas de cellules cancéreuses. Okay. Maintenant, ajouter... Mais est-ce que, et pour une jeune fille, est-ce nécessaire de faire une mammographie? Non. Juste la palpation? La mammographie chez la jeune fille, elle est faite quand on a une suspicion de cancer. Ça veut dire quand elle suspecte ou quand son médecin, son gynéco suspecte, on va aller jusqu'à la mammographie pour vérifier. Mais s'il n'y a pas de suspicion, bon, on ne va pas programmer une mammographie à une jeune fille sans aucun signe. Mais à partir de 50 ans, qu'il y ait des signes ou pas, toute femme est censée faire une mammographie et à répéter chaque 2 ans. Juste revenir sur la boule dont Sonia parlait. La boule du cancer du sein, elle est mobile. Raison pour laquelle elle peut se déplacer pour venir jusqu'au niveau des ganglions. Donc, si tu essaies de... C'est pour ça, en fait, qu'on divise le sein en 4 pour être sûr de toucher toutes les zones. Parce que si tu ne la divises pas et que tu fais un truc comme ça et que la boule la fuit, elle bouge, en fait, tu n'auras pas l'occasion. Donc, c'est bien de vraiment diviser et d'aller avec des mouvements, comme elle a dit, soit comme ça, soit des mouvements circulaires. Ok, merci. Voilà. Stéphanie, Sonia parlait tantôt d'Octobre Rose. Et on a remarqué que pendant ce mois, il y a des séances de sensibilisation, de dépistage qui sont organisées à l'endroit des femmes. Et bon, quand on dit femmes, on inclut les jeunes filles. Mais on a l'impression que ces jeunes filles ne sont pas intéressées à ce qui se passe pendant ce mois. Est-ce que dans votre structure, votre association, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour cibler de façon particulière les filles? Et effectivement, pendant longtemps, les jeunes filles n'étaient pas assez informées sur le cancer du sein et par moments même négligées. Moi, je peux dire que ces dernières années, peut-être que le taux, je n'ai pas une idée du taux exact, mais je me dis que la sensibilisation a augmenté au niveau des jeunes filles. Et tous les jours, les jeunes sont sur les réseaux sociaux. Nous avons de plus en plus de jeunes sur les réseaux sociaux tels que WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat. C'est d'aller vers ces réseaux sociaux où se trouvent les jeunes filles et les jeunes garçons, sensibiliser à travers ces réseaux sociaux-là. Et en sensibilisant à travers ces réseaux sociaux-là, aussi faire des messages adaptés, des messages très simples, faciles à comprendre et pas très longs. Et en plus de cela, au sein des associations, on essaie de faire des campagnes sur le digital parce que c'est à travers le digital qu'on a un peu plus les jeunes. C'est pas très souvent évident d'organiser une campagne physique, peut-être au niveau des lycées, voilà, c'est pas toujours très évident. Donc, on axe nos communications sur le digital. Et je suis membre de AESEC. À AESEC, nous avons eu, lors de Octobre Rose, une campagne digitale où a été exposé les causes du cancer du sein, les conséquences, et voilà, comment se comporter lorsqu'on a des doutes, comment se comporter de façon générale. En plus de cela, moi personnellement, depuis que j'ai entendu parler du cancer du sein, je me suis demandé ce que je pouvais faire. Et ayant une petite notion en Illustrator, j'ai décidé de mettre en place une campagne aussi sur le digital parce que c'est important de rejoindre les jeunes à travers leur espace. Autour de cette campagne, je me suis dit pourquoi faire comme tout le monde? Pourquoi ne pas essayer d'impliquer ces personnes-là, la cible? Pourquoi ne pas essayer d'impliquer la cible? C'est dans ce sens que j'ai approché quelques amis. J'ai parlé de la campagne et je les ai demandé d'envoyer au fait une photo
une photo. Je leur ai demandé d'envoyer une photo et à cette photo, j'ai collé un message. Pour la première année, en 2022, c'est eux-mêmes qui ont apporté leur message, le message qu'ils voulaient transmettre. Et pour la seconde année, cette année, bon, beaucoup étaient plus disposés à donner leurs photos, mais n'avaient pas assez de temps pour rédiger un message. Donc, j'ai juste récupéré les photos et j'ai moi-même formulé les messages. En les impliquant de cette manière, vous voyez, le fait même d'avoir leur image sur une affiche, ils relaient rapidement. Et à force de relayer, les gens s'intéressent encore plus au sujet. Donc, je me dis, c'est un peu ça. Ok. Sonia, à ton niveau, comment ça se passe, la sensibilisation au niveau des jeunes filles? C'est à peu près la même chose, c'est la campagne digitale. Et comme innovation qu'on a eue l'année dernière, on a ajouté des vidéos dans plusieurs langues parce qu'on se dit qu'il n'y a pas que ceux qui comprennent le français. Toutes les jeunes filles sont concernées par la maladie et on a décidé d'impliquer le Fulfundé, la langue Fulfundé, le Djoula et le Moré, en plus du français. Voilà. Et l'anglais aussi, j'ajoute, parce qu'on a pensé à la diapo. Ok. Jamila, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ce qu'elles ont déjà dit? Non, je pense qu'elles ont tout dit. Il faut ajouter qu'en plus de ça, il y a la sensibilisation de terrain. Qu'on fait, mais ce n'est pas spécifiquement au niveau des écoles, ce n'est pas seulement là-bas, mais on va aussi dans les marchés. Il y a des jeunes filles qui sont dans les marchés, qui vendent, qui se promènent, et elles n'ont pas... je pense que c'est elles la cible, en fait, la plus difficile à toucher, parce qu'elles n'ont pas forcément accès aux réseaux sociaux. Okay. Voilà. Et elles se disent super occupées par le travail, la vente et tout, donc on va aussi vers elles pour discuter avec elles, leur présenter la maladie, leur donner les facteurs de risque, le dépistage et le traitement. Ok, merci beaucoup. Et il faut noter également que le cancer du sein est une maladie qui altère l'image physique des personnes qui la portent. Donc, en tant que jeune fille, tu es au moment où tu dois soigner ton image, tu dois être belle, tu dois être coquette. Et si tu es atteinte de cette maladie, quelles peuvent être les répercussions sur ta santé physique et mentale? Je reste avec toi. D'accord. Jamila. Moi, je dirais que les répercussions sont quand même énormes. Je ne connais pas vraiment dans mon entourage de très jeunes filles qui ont développé la maladie, mais je sais que ma mère l'a développée. Et la voir perdre ses cheveux, je ne parle même pas pour elle qui porte la maladie, mais pour moi qui ne la porte pas, mais qui vivait avec elle. C'était très dur. C'était très dur quand on me demandait pourquoi ta mère elle est chauve, alors que de base, elle n'était pas chauve, elle avait énormément de cheveux. Pourquoi ta mère elle maigrit? Pourquoi lorsqu'une émission passe à la télé sur le cancer du sein, elle panique? Ce sont des questions en fait qui se posaient régulièrement et moi ça me traumatisait à un tel point que lorsque je l'ai vu commencer à porter des perruques en temps, j'étais contente. Et pourtant, nous-mêmes dans le domaine médical, on dit aux gens de s'assumer et d'aller avec le soutien de leur famille. Vous voyez ce que ça fait en fait. Donc c'est que ce soit sur le physique ou je vais même dire c'est le physique qui joue sur le mental parce qu'après on se dit que les gens nous regardent. Elle n'a pas perdu de sein, Dieu merci, mais imaginez celles-là qui n'ont pas de sein et qui doivent, une jeune fille qui se promène, c'est quand même, c'est beaucoup à supporter. Imaginons si à 20 ans, tu dois déjà te séparer d'un de tes seins ou des deux. Bon. C'est quelque chose qui n'est pas inimaginable, qui est difficile à vivre et avec le regard des autres dans un contexte où la maladie n'est pas connue, ça fait beaucoup. Et si ces jeunes filles-là ne sont pas suivies, accompagnées, le pire peut arriver. Ok. Mais hormis le côté physique, mental, est-ce qu'il y a d'autres conséquences de cette maladie? Sonia, tu veux ajouter quelque chose à ce qu'elle a déjà dit? D'autres conséquences de la maladie, il y a les métastases, on va dire. Parce qu'au début, j'ai eu à signaler que le cancer du sein, c'est un peu comme la pourriture sur le dos. Donc, dès qu'on ne l'enlève pas, cette pourriture-là va s'étendre. Et ce qui est triste, c'est que pour le cancer du sein, lorsque ce n'est pas détecté tôt, les cellules qui ne sont plus normales, là, elles vont bouger et elles vont rentrer un peu partout parce qu'elles suivent la voie sanguine. Et en suivant la voie sanguine, elles peuvent aller au niveau du cœur, elles peuvent aller au niveau du cerveau, elles peuvent aller au niveau des poumons, partout. Et quand elles arrivent là-bas, la prise en charge devient encore plus difficile. Parce qu'aller opérer le cœur pour enlever une partie et jeter, c'est un peu compliqué.
et par rapport à opérer juste le sein et enlever une partie. Donc, c'est une des conséquences vraiment drastiques, je dirais. Et aussi, autre conséquence, c'est la chimio qui est vraiment difficile à supporter. Voilà, il y a beaucoup de personnes, la perte des cheveux, voilà, c'est tellement difficile à supporter par ces femmes-là. Sonia parlait tantôt de chimiothérapie. Bon, je voulais te demander quelles sont les méthodes de traitement du cancer du sein que l'on peut retrouver au Burkina Faso. D'accord. On va parler en général. Hein. Voilà, les méthodes de traitement, on va commencer par la chirurgie. Voilà, elle peut être juste une exérèse, juste enlever la boule ou tout simplement enlever tout le sein ou même les deux seins, comme on en parlait tantôt. Et après la chirurgie, on peut avoir la radiothérapie. La radiothérapie, c'est utiliser des rayons pour détruire les cellules cancéreuses avec précision. Les rayons là vont les chercher en fait et les détruisent. On a également la chimiothérapie, comme elle en avait parlé. La chimio, c'est utiliser des substances chimiques qu'on va faire passer dans le sang et ça va aller détruire la maladie. On a également l'hormonothérapie. On sait que c'est l'estrogène qui est à la base de ça. On peut aller par une hormonothérapie pour inhiber en fait l'action de cette hormone-là. Et il y a l'immunothérapie, c'est booster les cellules même immunitaires et les aider en fait à combattre. Mais au Burkina Faso en général, on commence toujours par la chirurgie et on complète par la chimiothérapie. Il y a la radiothérapie qui est là actuellement, mais je ne sais pas, peut-être Sonia va m'aider sur ça, je ne sais pas si elle est vraiment appliquée sur les femmes victimes de cancer ou bien pour le moment, ils sont sur d'autres cancers. Si, il y a des femmes qui sont suivies. Il y a des femmes qui sont suivies. Parce que j'ai ma tante qui a été là-bas. C'est vrai que ce n'était pas un cancer, mais elle est venue me rapporter qu'il y a des femmes souffrant de cancer qui sont là-bas pour leur radiothérapie. Voilà. Le centre de radiothérapie a été ouvert il n'y a pas trop longtemps. Et apparemment, c'est même très fonctionnel et ça, c'est une bonne nouvelle. Et il faut préciser que les méthodes que j'ai citées, en général, on y va avec plusieurs méthodes. Par exemple, quand on commence par la chirurgie, on ajoute la chimio. On ne fait pas juste la chirurgie et puis c'est fini. Voilà, on peut allier 1, 2, 3, 4, plusieurs méthodes pour être sûr en fait de détruire et pour espérer qu'il n'y ait pas de récidive. Et récidive, comme elle l'a dit, c'est que la maladie revienne et qu'elle revienne avec des métastases. Voilà. Et aussi, pour ajouter à ce qu'elle a dit, c'est un peu dommage parce qu'ici, il n'y a pas la psychothérapie de soutien. Ouais, okay. Voilà, ce n'est pas vraiment appliqué, mais nos femmes, les femmes qui souffrent de cancer en ont vraiment besoin. Et cette psychothérapie de soutien peut commencer même à la maison, par l'entourage. Donc, c'est vraiment important d'accompagner ces femmes-là qui souffrent de cancer du sein. Nous avons dit tantôt que nul est à l'abri du cancer du sein et à travers les facteurs à risque dont nous avons parlé aujourd'hui. Donc, pour éviter la chirurgie, la chimiothérapie, quels sont les bons gestes à avoir pour prévenir cette maladie qu'est le cancer du sein? Je te donne la parole, Stéphanie. Pour prévenir cette maladie, nous pouvons faire le sport de façon récurrente et aussi manger sainement. Ok. Sonia, tu as quelque chose à ajouter? Oui. Également, au début, Jamil a parlé des facteurs de risque. Donc, c'est vraiment travailler à éviter ces facteurs de risque-là. Donc, faire le sport, manger sainement. Et comme on sait que le cancer du sein, c'est un cancer hormonodépendant, et comme elle a dit, avoir les menstrues plus tôt, ménopause tardive, on ne peut pas jouer sur ça. Okay. Le fait d'être femme aussi, on ne peut pas changer ça. Mais elle a parlé du manque d'allaitement. Donc, il faut, après l'accouchement, les femmes là, doivent vraiment promouvoir l'allaitement maternel. Et pour une jeune fille qui n'a pas encore d'enfant? Ok, qui n'a pas encore d'enfant. Je pense qu'elle l'a déjà dit. Hein. C'est le sport, et manger sainement. Oui. Okay. Éviter les crèmes volumatrices. Je ne dirais pas compléter, mais préciser, parce que je pense qu'en 2022 ou 2023, il y a eu un phénomène sur cette histoire d'allaitement-là. Les gens ont commencé à faire des affiches pour dire que les hommes doivent téter et autres et autres. Donc, on va quand même dire que scientifiquement, il a été prouvé que c'est l'allaitement de la maman au nourrisson, au bébé, qui a un effet sur le cancer. C'est ça qui est un facteur protecteur, comme on le dit dans notre jargon. On n'a pas fait d'études, on ne sait pas et on ne dit pas aux grands garçons d'aller téter. Nous, on parle de ce qui est prouvé scientifiquement. C'est le bébé
et sa maman. C'est important de préciser ça. Donc les filles, faites du sport et mangez sainement. Oui. Voilà. Pour appuyer encore ce que Jamil a dit, vous voyez, après l'accouchement, si la femme allaitement exclusif, hein, le bébé, sur les 6 premiers mois, elle ne voit pas ses menstrues. Donc, durant ces 6 premiers mois, entre griffes, elle produit peu d'œstrogène. Donc, c'est un facteur protecteur. Mais le monsieur qui allaite là, qui tête, merci. Le monsieur qui tête là, ça ne coupe rien du tout. Donc, scientifiquement, on peut dire que nous, on n'a pas de pause. Sur la science, voilà. C'est bébé maman. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission, mais avant de se quitter, je vais faire un tour de table pour permettre à chacune de dire un mot ou quelque chose qu'on aurait pu dire qu'on n'a pas pu aborder. Donc, je commence avec Stéphanie. Ok. Et comme dernier mot, j'aimerais dire aux jeunes filles que le cancer du sein existe réellement. Et nous l'avons vu à travers ces vidéos. Il y a une jeune fille de 20 ans qui a été atteinte du cancer du sein. Donc, ne négligeons pas cette affaire de cancer du sein. Ok, Sonia. Mon message reste le même. Auto-examen des seins chaque mois, 4 à 5 jours après les règles et au moins une consultation chaque année auprès d'un gynécologue. Et aussi, les hommes. Le cancer du sein peut vous attraper. Donc, vous également, vous devrez pratiquer l'auto-examen des seins à la maison. Merci. Ok, je termine avec Jamila. C'est un honneur pour moi de clôturer. Hein? Donc, je pense qu'elles ont parlé de l'autopalpation, elles ont parlé de ne pas négliger la maladie. Moi, je veux parler du soutien. On doit développer une solidarité féminine entre femmes. Parce que quand je vois une femme ou une fille qui a un cancer et que les autres la pointent du doigt ou se moquent d'elle parce qu'elle n'a pas de cheveux ou se moquent d'elle parce qu'elle maigrit, c'est dur pour moi. Je me dis qu'en tant que femme, même si les hommes, eux, ne savent pas ce que c'est, nous, on ne doit pas être dans ça. On doit se soutenir, on doit s'accompagner. Parce qu'on l'a vu plus tôt sur ce plateau, il y a une certaine atteinte psychologique qui rentre en jeu. Si on ne se soutient pas, qui va nous soutenir? En tant que femmes, soutenons-nous, accompagnons-nous, encourageons-nous. Et c'est tous ensemble qu'on pourra vaincre ce cancer, cette maladie qui devient de plus en plus récurrente dans notre pays. Merci. Okay. Tu l'as si bien dit, c'est tous ensemble qu'on pourra vaincre cette maladie. Donc, la lutte contre le cancer du sein ne se résume pas seulement au mois d'octobre. La lutte doit se poursuivre durant tous les mois de l'année. Nous espérons que les informations partagées aujourd'hui vous permettront de mieux comprendre l'importance de la sensibilisation et du dépistage précoce du cancer du sein. Cette émission avait pour but d'informer les jeunes filles sur les facteurs de risque, les méthodes de dépistage, les traitements disponibles et à encourager le genre féminin, en particulier les jeunes filles, à prendre soin de leur santé mammaire car elles sont l'avenir de notre société. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt sur Deni Voice. Bye bye.